Dimanche 8 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, comme rapporté hier dans notre édition, la délégation malgache conduite par le président de la République Ngui Rajoelina et son épouse a poursuivi sa visite dans la province de Hunan en Chine après avoir assisté au FOCAC 2024 à Pékin, capitale de la Chine. Hier soir, la délégation malgache a atterri à l'aéroport de Changsha Wuhan et a été reçue avec honneur par le vice-gouverneur. Cette visite du président Ngui Rajoelina à Hunan durera 2 jours. Reportage de Mirvolat Sferen et Zahra Djenso. Le passage de la délégation malgache à Hunan en Chine est une opportunité pour Madagascar de renforcer sa coopération. Hunan est le pays où est né Mao Tse-tung. Il est également appelé au sud du lac en raison de sa situation au sud du lac d'Anting. Elle joue un rôle important dans l'économie de la République populaire de Chine. La promotion de l'industrie, de la technologie et de l'agriculture, en particulier du riz hybride, est ce qui fait la force de cette ville et lui a permis d'obtenir de bons résultats en matière de développement pour l'année 2023, car il a atteint 5 000 milliards de yuan, soit 715 millions de dollars, avec l'augmentation du PIB du yuan de 4,6%. Lors de la rencontre hier entre le président de la République malgache Ngui Rajoelina et le vice-gouverneur du comité régional de Hunan, les deux parties ont confirmé leur coopération. La Chine possède les compétences et expériences, si Madagascar possède les matières premières et les personnes compétentes, a déclaré le président Ngui Rajoelina. La raison de cette réunion est donc de voir davantage d'opportunités de coopération. Je tenais à faire ce déplacement dans votre province car elle est une référence pour sa réussite dans l'industrialisation et connue pour être le principal hub économique et technologique de la Chine. Car l'industrialisation et la transformation agricole font partie des priorités du développement de Madagascar. Et l'expérience de la Chine, une nation qui a surmonté les défis pour s'ériger en modèle de développement mondial au cours des dernières décennies, ainsi que l'exemple concret de réussite de la province de Hunan, nous inspire. J'ai échangé avec le président Xi Jinping il y a quelques jours, dans le cadre d'une rencontre bilatérale, ce qui a permis de tracer les priorités de la coopération entre la Chine et Madagascar. Cette rencontre a été fructueuse et encourageante. Nous avons discuté, entre autres, de l'importance de la coopération décentralisée à travers les échanges et partenariats que nous pouvons développer avec les provinces et notamment et surtout la province de Hunan. Nous puissions concrétiser des projets structurants qui marqueront les liens d'amitié entre la Chine et Madagascar, entre autres dans l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les mines. Hunan est l'une des régions de Chine qui entretient une coopération étroite avec Madagascar. Les deux parties ayant des projets dans les domaines de l'agriculture, des mines, du commerce et bien d'autres. Il y a aussi une coopération avec les régions à Madagascar, comme le jumelage avec la région Alochamangour. La province de Hunan souhaite également une coopération avec de nombreux autres districts à Madagascar. La visite de la délégation malgache durera 2 jours et sera marquée par la visite d'une entreprise locale dans le but de renforcer la coopération dans la promotion du projet d'augmentation de la production rizicole et de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar à travers le projet riz hybride. Toujours concernant la visite du président de la République Ngui Rajoelina en Chine, la deuxième visite effectuée hier par le président Ngui Rajoelina à Pékin a été au siège de Huawei. Cette entreprise impliquée dans les nouvelles technologies et l'informatique va aider Madagascar à promouvoir des projets numériques et à promouvoir Internet dans le milieu rural. Cette visite a également été conclue par la signature d'un accord de coopération entre Huawei et le gouvernement malgache pour la mise en place du Smart Village et la promotion de l'éducation numérique. Toujours un reportage signé Mirvolat Sferen et Zahra Djenso. 3, 2, 1...
À partir de maintenant, la société chinoise Huawei va travailler avec Madagascar pour promouvoir les nouvelles technologies et le monde numérique. Lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on pense toujours à de grandes villes. Dans le cadre de ce projet, les habitants des zones rurales pourront également profiter d'Internet et des nouvelles technologies grâce au projet Digital Rural Plus qui fournira un accès à Internet et à l'électricité aux zones rurales et favorisera l'utilisation des nouvelles technologies à travers le projet d'électrification et d'accès à la connectivité Internet du monde rural. En complément, le deuxième projet vise à améliorer le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur grâce au projet pour l'égalité d'accès à une éducation et un enseignement de qualité pour tous grâce à la connectivité Internet et à l'accès aux technologies numériques dans les écoles et les universités. Ce deuxième projet permet d'égaliser le niveau d'enseignement pour tous les élèves sur toute la grande île grâce à l'enseignement à distance. L'utilisation des technologies numériques comme les tables interactives pour l'accès aux ressources didactiques et bibliographiques. Je me réjouis particulièrement d'être ici, au siège du Huawei, pour la signature de 2 mémorandums d'entente, scellant ainsi un partenariat stratégique entre l'État Madagascar et Huawei. Ce moment marque une étape cruciale, ouvrant des perspectives pour le développement technologique et économique de notre pays. Nous avons pu voir et apprécier tout à l'heure que dans plusieurs domaines, Huawei peut et doit accompagner Madagascar pour atteindre l'émergence, à savoir dans l'économie numérique, plus principalement dans le secteur antique, mais dans l'électrification rurale également, à travers votre projet, mais aussi dans la couverture nationale des milieux ruraux également. En effet, le développement et la digitalisation vont de pair, car à travers ce projet ambitieux de mise en place également d'un smart village et d'une université sur le numérique avec Huawei, Madagascar se dote des outils et des infrastructures nécessaires pour répondre aux exigences d'un monde de plus en plus connecté, tout en préservant notre identité et nos valeurs. Grâce à cette initiative, qui s'appelle Digital Rural Plus, nous serons en mesure de déployer des systèmes d'éducation à distance, offrant ainsi à chaque enfant malgache une chance d'accéder à un enseignement de qualité où qu'il soit. Ce projet va non seulement renforcer notre système éducatif, mais aussi transformer des vies en ouvrant de nouvelles opportunités pour nos jeunes et en assurant un avenir meilleur pour notre nation. Je tiens également à partager avec vous que notre projet, c'est de digitaliser, la digitalisation du pays. Nous avons parlé de ce vice-président et je suis convaincu et persuadé qu'avec l'expertise de Huawei, nous pouvons et nous allons accélérer justement ce défi à travers également l'identification unique de chaque citoyen en France. Le projet que nous allons signer va non seulement donc renforcer notre système éducatif, mais aussi transformer des vies, comme je le disais tout à l'heure. Il est essentiel de rappeler que Madagascar est une nation jeune, avec une population dynamique et ambitieuse. L'avenir de nos jeunes est une priorité absolue pour moi-même et surtout pour l'État malagasy. Dans cette optique, je tiens à remercier chaleureusement Huawei pour son engagement en faveur de la formation de notre jeunesse. Grâce à ce projet, nos jeunes auront accès à des équipements intelligents, à des formations de pointe et à l'expertise de formateurs professionnels. À noter qu'il ne s'agit pas de financement dans l'accord avec Huawei. L'accord se concentrera entièrement sur la fourniture d'équipements. Cette visite de l'entreprise Huawei à Pékin est importante pour le développement de l'économie, car cette entreprise sera notre partenaire pour aider le pays à développer l'économie numérique. Outre les aspects techniques, cette coopération a également des effets économiques et sociaux concrets. L'année prochaine, l'avancement de ce projet pourrait augmenter le PIB de 4,2%. Le président de la République a également confirmé que cette coopération permettra à Madagascar de devenir le centre technologique de l'océan Indien.
Et la rencontre et la table ronde entre le vice-président de l'université de Hunan et la délégation du ministère de l'Éducation nationale conduite par la ministre Saounja Armalal Marie-Michel ont eu lieu hier à l'académie Yuli, université de Hunan à Changsha en Chine. Il s'agit d'une réunion axée sur l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays ainsi que sur l'échange d'expériences pour améliorer le monde de l'éducation dans notre pays. Page économique, la région Anos y avance vers le développement selon le bilan effectué par les responsables de la région ainsi que les partenaires. Le bilan porte sur les travaux effectués durant le premier semestre de cette année. C'était aussi une occasion de mettre en place les travaux à faire pour atteindre le développement de la région. Le but est que le développement puisse impacter le quotidien de la population selon les gouverneurs de la région Anos. Reportage. Le plan de développement de la région Anos a été ajusté sur la politique générale de l'État. Un bon leadership pour assurer l'effectivité de ces travaux, mais aussi de faire le bilan des travaux effectués dans tous les domaines ont été de mise. C'est une façon de faire de la région Anos, de faire le bilan des travaux de développement effectués, et cela concerne les domaines comme l'agriculture, la protection de l'environnement, le tourisme ainsi que d'autres domaines. Les services au sein des collectivités territoriales décentralisées dans la région Anos ont dressé le bilan durant 2 jours avec les partenaires, les notables et natifs de la région. Il a été constaté que la région Anos avance vers le développement qui est le but du gouvernorat. Durant cette rencontre, il a été aussi procédé à la définition des projets de développement à effectuer. Dans les actualités sociales de ce soir, la semaine du 9 septembre, c'est-à-dire demain, sera la rentrée officielle pour l'année scolaire 2024-2025 pour la plupart des écoles, même si certaines ont déjà commencé les cours cette semaine. Certains parents sont encore confrontés à des problèmes à ces quelques jours précédant la rentrée, surtout en ce qui concerne les fournitures scolaires. Afin de les aider, le représentant du vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarive, Augustin Ndjiamananour, a offert des fournitures scolaires aux élèves du premier arrondissement de la capitale. La remise a eu lieu hier à l'EPP Anatia-Zissouch. Reportage signé Radouman Nzatouf et Asna Rafal-Zanari. Les écoles publiques en général commenceront l'année scolaire 2024-2025 la semaine prochaine, alors que certaines écoles privées l'ont déjà fait. Cependant, à quelques jours de la rentrée, de nombreux parents sont confrontés à des problèmes en raison du manque de moyens pour l'achat de fournitures scolaires. En effet, le prix des cartables commence à 20 000 ariars et varie en fonction de la qualité et du type de cartable, pouvant ainsi atteindre jusqu'à 150 000 ariars, sans parler des cahiers, des livres et autres. Afin d'aider les parents, le représentant du vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarive, Augustin Ndjiamananour, a remis des sacs aux élèves du premier arrondissement. Des centaines d'enfants ont bénéficié de cartables. Les représentants du vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré que même si le parlementaire n'est pas sur place, il est toujours à l'écoute de la population et accorde une attention particulière aux jeunes et aux enfants qui affronteront la nouvelle année scolaire. Les actions sociales se poursuivront dans le premier arrondissement selon les informations. Et dans l'actualité sportive de ce soir, Madagascar n'a d'autre choix que de battre les Comores demain s'ils veulent s'assurer une bonne place dans le groupe A de la CAN 2025. Les joueurs sont prêts, les stratégies pour gagner sont prêtes, même si l'équipe des Comores est une équipe qui ne peut être sous-estimée, a déclaré l'entraîneur de l'équipe malgache. Reportage. L'entraînement des Malgaches après le match contre la Tunisie jeudi dernier s'est davantage concentré sur les stratégies et tactiques pour vaincre les Comoriens. Les erreurs ont déjà été trouvées et seront corrigées, a indiqué l'entraîneur. Même si nous avons battu l'équipe comorienne à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas ignorer que cette équipe a des joueurs brillants en individuel, a déclaré le sélectionneur malgache. Le moral des joueurs est bon et l'objectif est de gagner demain contre les Comores, a déclaré Beraz, l'avant-centre blessé, lors du match contre la Tunisie. Le match des Barrières de Madagascar contre les Comores se tiendra demain à 19 h, heure de Madagascar.
Dans les actualités internationales de ce soir, 3 vigiles israéliens ont été abattus aujourd'hui près de la frontière jordanienne par un homme armé, ont annoncé les autorités israéliennes. L'assaillant a été tué, ont indiqué l'armée et la police, sans précision sur son identité. France 24 nous en dit plus. La zone frontalière est bouclée. L'armée israélienne a fermé le point de passage d'Allenby jusqu'à le nouvel ordre entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Conséquence de l'attaque qui a coûté la vie à 3 gardes de sécurité israéliens ce dimanche matin. Selon les autorités, un camion s'est approché de la zone du pont Allenby depuis la Jordanie, puis un homme en est sorti pour ouvrir le feu sur les forces de sécurité israéliennes en présence. Nous étions à l'entrée avec plusieurs véhicules. Soudain, nous avons entendu des tirs, c'était loin. Puis nous avons vu la frontière se fermer. Et après quelques minutes, des troupes militaires et policières sont arrivées et nous ont dit de faire demi-tour. Le tireur présumé a ensuite été tué par les soldats israéliens. La Jordanie a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la fusillade. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses condoléances aux familles des victimes. C'est une journée difficile. Un terroriste méprisable a assassiné de sang-froid 3 de nos concitoyens sur le pont Allenby. Les meurtriers ne font pas de distinction entre nous. Ils veulent nous assassiner tous, jusqu'au dernier, de droite comme de gauche, laïcs et religieux, juifs et non-juifs. Tous les points de passage entre l'État hébreu et la Jordanie sont désormais fermés. Des milliers de personnes transitaient par le pont Allenby situé en territoire palestinien mais contrôlé par Israël. Il s'agit de la première attaque de ce genre à la frontière jordanienne depuis les attaques du 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Elle intervient alors que l'armée israélienne a multiplié des opérations militaires d'ampleur en Cisjordanie occupée ces dernières semaines. Et les Algériens attendent aujourd'hui, dimanche, les résultats de la présidentielle de la veille qui devrait aboutir à une réélection sans surprise d'Abdelmajid Tebboune pour un second mandat à l'issue d'un scrutin marqué par une faible participation, même si elle s'est officiellement améliorée par rapport à 2019. France 24. 20h, la sirène retentit à Alger. Elle marque la fin de cette journée de vote dans le pays. Le dépouillement peut dès lors commencer. Avec 3 heures de retard sur l'heure initialement prévue, l'autorité nationale indépendante des élections donne un chiffre très attendu, celui de la participation. Le taux moyen de participation pour le premier tour a atteint 48,03%. C'est un résultat provisoire. Un taux faible qui reste néanmoins supérieur à celui de la dernière présidentielle en 2019. Le président Abdelmajid Tebboune avait été élu lors d'un scrutin auquel seulement 39,83% des électeurs avaient participé. Samedi, l'affluence était timide à l'ouverture des bureaux de vote avant que les files d'attente ne s'allongent un peu plus dans l'après-midi. Voter est un devoir national. Même si une personne ne veut pas voter, elle doit au moins venir déposer un bulletin blanc. Nous devons prendre soin de l'avenir de notre pays. Nous avons des droits, notamment celui de choisir les personnes qui vont défendre l'intérêt général, du président de la République jusqu'aux élus locaux. En même temps, c'est un devoir de soutenir les autorités et le pays, d'autant plus que nous vivons des situations exceptionnelles au niveau mondial, mais aussi dans notre région. La victoire du président sortant fait peu de doute face aux 2 autres candidats d'opposition. Cherchant à récupérer le vote des plus jeunes, Abdelmajid Tebboune a demandé un mandat supplémentaire pour parachever des réformes entravées par le Covid-19. S'il vante son bilan socio-économique, son mode de gouvernance est au cœur des critiques. 5 ans après le mouvement de contestation populaire du Irak, les ONG de défense des droits de l'homme continuent de pointer des répressions sévères à l'encontre d'opposants et des arrestations arbitraires. Et des milliers de personnes sont descendues hier dans les rues en France pour protester contre la décision du président français Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier au poste de Premier ministre. Les partis de gauche estimant que le chef de l'État n'a pas tenu compte du résultat des élections législatives. Toujours avec France 24. À Nantes, à Marseille ou encore à Paris,
la France insoumise organise sa riposte dans la rue ce samedi. Sur la place de la Bastille, la pluie n'a pas arrêté ces manifestants qui estiment qu'Emmanuel Macron leur a volé l'élection après la nomination du républicain Michel Barnier à Matignon. Il n'écoute que lui-même et que ses amis les plus riches. Et il n'écoute pas le peuple qui crie famine, qui crie alerte à la transition écologique, plus de moyens pour la transition écologique, plus de moyens pour les pauvres. Voilà, donc on est vraiment déçus, très en colère et c'est normal. Moi, j'ai l'impression d'avoir été méprisée. J'ai voté. Et mon vote n'a pas été respecté, mon vote n'est pas respecté et ça je ne supporte pas. J'ose espérer que les gens de gauche qu'il pourrait éventuellement solliciter n'iront pas dans son gouvernement. Sentiment partagé dans de nombreuses villes du pays où les manifestants dénoncent une trahison démocratique et réclament à l'unisson l'abrogation de la réforme des retraites et la revalorisation du SMIC à 1 600 €. En tout, LFI a annoncé 150 points de mobilisation à travers la France. Si les grandes figures du parti sont bien présentes en tête du cortège parisien, l'ampleur de la mobilisation reste limitée. Seules certaines fédérations locales du PS participent au rassemblement et les grandes centrales syndicales n'ont pas non plus repris l'appel à manifester, fixant leur rentrée sociale au 1er octobre prochain. Outre les manifestations de samedi, une pétition pour soutenir la procédure de destitution d'Emmanuel Macron a déjà recueilli près de 260 000 signatures en une semaine. Mesdames et messieurs, point final à cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous toujours. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film The Union. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.